Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est l'anniversaire d'un grand événement chirurgical que Franck Ferrand a choisi de célébrer cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Depuis André Vézal, depuis Ambroise Paré, la chirurgie occidentale n'a cessé de repousser les limites de l'intervention de l'homme sur son propre corps. C'est une des épopées les plus exaltantes de l'histoire humaine. Nous avons eu l'occasion de lui consacrer déjà ici un certain nombre d'émissions. Or, cette aventure est émaillée de dates clés et, naturellement, celle du 3 décembre 1967 est inscrite dans les annales en lettres d'or parce qu'elle est symbolique entre toutes. Ce jour-là, le cœur, cet organe dispensateur de la vie, ce muscle magique, emblème de la vitalité, a été apprivoisé, si l'on peut dire, par la chirurgie. On a réussi à extraire un cœur d'une poitrine mourante pour le réimplanter dans une autre appelée à survivre. Et pour évoquer cet exploit, vous avez invité un grand chirurgien. Oui, nous avons en effet la chance de recevoir le professeur Fabiani, qui est chef de service en chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital Georges Pompidou. Et nous sommes en compagnie de notre monsieur santé d'Europe 1, Jean-François Lemoine. Et puis nous recevrons aussi tout à l'heure Stéphanie Fugain, présidente de l'association Laurette Fugain, qui se bat pour faciliter le don d'organes. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cette belle histoire commence par une annonce inouïe, explosive, faite à des étudiants en médecine de l'université de Pretoria, en Afrique du Sud, à la fin de 1965. Annonce faite par un jeune chirurgien, à l'époque il a 43 ans. Il répond au nom de Christian Barnard, on l'appelle Chris dans les services de cet hôpital. Ce jour-là donc, le chirurgien révèle à ses potaches, qui n'en croient pas leurs oreilles, qu'il vient de réussir sur des chiens la transplantation d'un cœur. Il a pris le cœur du premier chien et l'a implanté dans le thorax du second, préalablement débarrassé du sien, je précise évidemment. Surprise, à peine la aorte libérée, le cœur greffé s'est mis à battre. Pendant l'hiver 65-66, ce sont 48 greffes cardiaques qui seront ainsi pratiquées sur des chiens à l'hôpital de Grote Schroer, c'est-à-dire les vastes granges, près du Cap. Grote Schroer, c'est en afrikaans, puisqu'on est évidemment en Afrique du Sud. Or, dans 90% des cas, les chiens ont survécu. Pourquoi, s'est dit dès lors Barnard, pourquoi ce qui fonctionne avec les chiens ne fonctionnerait-il pas avec des humains ? Il faut quand même bien prendre conscience du caractère extrêmement audacieux de cette question lorsqu'elle est posée dans les années 60. On pratiquait à l'époque déjà toutes sortes de greffes, notamment greffe des reins, greffe des poumons. Mais le cœur, c'était tout de même le grand tabou des chirurgiens, l'organe maître, l'organe majeur que l'on osait envisager de pouvoir transplanter un jour. Ou en tout cas, si on l'imaginait, personne parmi les sommités mondiales ne voulait se jeter à l'eau et, si j'ose l'expression, essuyer les plâtres. Car le problème dans la greffe du cœur, ce n'est pas de placer un cœur chez un être humain, c'est surtout de parvenir à ce qu'il y reste. Vous connaissez le processus du rejet, bien entendu, par le rejet de tout corps étranger par le receveur. Alors, au début de 1966, justement, des chirurgiens ont trouvé un moyen d'empêcher ou en tout cas de retarder les rejets dans le cas d'une greffe du rein. C'était un traitement lourd anti-rejet à base de cobalt. Le pionnier dans ce domaine, c'est alors le docteur David Hume de Harvard, qui donc exerce alors en Virginie. Le professeur Barnard décide d'aller faire un stage de 3 mois chez lui, d'août à octobre 67. Et de retour, il est bien décidé à tenter une greffe du cœur. Chris Barnard, que tout le monde sait un peu tête brûlée, s'adresse au professeur Val Schriere, qui est le chef de clinique en cardiologie de cet hôpital Grote Schroer. Et il lui demande si parmi ses patients jeunes et solides, il ne connaîtrait pas un cas incurable, par exemple un cas de cardiomyopathie, qui est une maladie, une affection très répandue chez les patients noirs. Pourquoi ne pas prendre un jeune noir robuste atteint de cette maladie sans espoir pour tenter la première greffe ? Le professeur Schriere s'y oppose formellement pour des considérations
politique liée évidemment au régime de l'apartheid. Si nous tentons la première greffe sur une personne de couleur, le monde entier va dire que nous servons des Noirs comme cobayes. Bon, alors admettons, dit Barnard, mais alors qui ? J'y songerai, a répondu le professeur Van Schriere. Vous pouvez faire confiance à Chris Barnard pour le harceler tous les jours. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Avec vos invités sur Europe 1, Franck Jean-Noël Fabiani, qui est chef de service à l'hôpital européen Georges Pompidou, où il dirige le département de chirurgie cardiovasculaire. Également avec nous, le médecin d'Europe 1, Jean-François Lemoine. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être ici, monsieur le professeur. Alors, évidemment, ça nous impressionne parce que vous connaissez la chirurgie cardiaque, vous la pratiquez. C'est toujours impressionnant parce que vous faites sans doute, à mon avis, le métier le plus enviable du monde. Vous rendez la vie et vous la maintenez. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. On va parler de ce professeur Barnard que vous avez connu, vous, Jean-François Lemoine, à titre personnel. Oui, je l'ai connu en 76, à l'époque où je suis parti faire une grande course autour du monde avec Eric Tabarly. Et en arrivant en Afrique du Sud, l'époque, c'était l'apartheid et il y avait un isolement total de l'Afrique du Sud. Et moi, j'ignorais totalement ce qu'était l'apartheid. C'est vous dire comme quoi j'étais innocent. Et en fait, évidemment, Chris Barnard a invité le médecin de Pendwick à venir passer quelques dîners chez lui. Et comme on n'avait pas beaucoup d'argent à bord, Tabarly m'avait dit si on pouvait rester une semaine, ça serait mieux. Et on est resté une semaine chez lui. Quel genre de bonhomme était-ce ? C'était, j'ai bien aimé. Vous l'avez traité de casse-cou, c'était un peu ça. Oui, tête brûlée. Tête brûlée, oui. C'était une tête brûlée qui adorait les femmes, qui avait une très jolie deuxième épouse. Et qui était fasciné par la vie et fasciné par un peu le... Il faut dire qu'il a un physique de jeune premier, notamment dans les années 60 quand il va réaliser sa fameuse opération. C'est un vrai acteur de cinéma. Beau gosse comme tous les chirurgiens cardiaques. On voit pas Jean-Noël Fabiani en face de moi. Revenons aux choses sérieuses, messieurs, si vous voulez bien. D'abord, Chris Barnard, ce n'est pas un débutant. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'importance, ne serait-ce qu'en Afrique du Sud. Il a quand même créé la chirurgie cardiaque en Afrique du Sud, élu le premier service au Groote Hospital. Il a fait la première transplantation rénale. Et oui. Il faut pas l'oublier non plus. Il a été fréquenter les grands services, les services en particulier celui de Norman Shumway, qui a inventé la technique de la transplantation cardiaque. C'est donc quelqu'un Norman de qualité. Shumway a été son maître. Oui. Son maître, j'allais dire son mentor, son maître. Et pour avoir le privilège d'avoir connu les deux, il faut quand même, c'est vrai que c'est un bon chirurgien, mais il y a eu quand même une polémique à l'intérieur du monde des chirurgiens au moment où il a fait sa greffe cardiaque. Il ne faut pas non plus la passer sous silence. Alors on y viendra tout à l'heure, parce que non seulement il y a une polémique, mais il y a surtout une découverte absolument incroyable que j'ai faite en lisant ce deuxième tome des histoires insolites qui ont fait la médecine, donc consacré celui-là aux transplantations de Jean-Noël Fabiani chez Plomb. Alors c'est tout à fait passionnant comme ouvrage, vraiment j'ai dévoré ça pendant mon samedi après-midi pour tout vous dire, et j'ai découvert qu'il y a autour de cette opération un mystère absolument incroyable, mais nous allons maintenir un peu le suspense, on va y venir tout à l'heure. Celui qui l'a réalisé de ses mains, cette toute première transplantation, n'est sûrement pas celui qu'on croit, et c'est quelqu'un de très très inattendu, mais encore une fois, on en parlera tout à l'heure. Avant ça, j'aimerais qu'on se remette un peu dans le contexte. Je disais tout à l'heure, professeur Fabiani, que à la fin des années 60, on était au tout début de ces transplantations. Il y en avait eu quelques-unes déjà, mais le cœur, personne ne s'y aventurait. Personne n'avait touché au cœur. On était au début des transplantations rénales qui commencent dans les années 50 en fait, qui sont au départ des échecs, comme la plupart des transplantations. On n'a pas les traitements immunosuppresseurs qui sont vraiment importants et on commence à faire ces transplantations rénales. Rapidement arrive le rein artificiel. Enfin bon, on commence à réfléchir sur l'immunologie de transplantation et on se dit quand est-ce qu'on va passer à d'autres organes. Le cœur, point d'interrogation. Et le cœur pose un problème d'ordre philosophique et religieux, disons-le clairement. Même légal. Même légal. Quel est l'organe de la vie? C'est ça la question, le cerveau ou le cœur? Eh bien, c'est très simple. Jusqu'à présent, la loi dans tous les pays, disons, civilisés, la mort, c'était l'arrêt du cœur. Alors, si la mort, c'est l'arrêt de cœur, on ne peut pas prendre le cœur pour faire une transplantation. Il fallait donc qu'on passe à une autre étape. La mort, elle est cérébrale. Et ça, ce sont les Français, Goulon, Rapin, qui ont démontré ce que c'était que le coma dépassé.
Donc la mort cérébrale, qui est autorisée à partir du moment où le cerveau était mort. Quand l'encéphalogramme était parfaitement plat pendant longtemps. Deux examens successifs à 24 heures de distance. Eh bien, quand le cerveau est complètement plat, eh bien, et que les autres organes fonctionnent, parce qu'il faut que les autres organes fonctionnent, et en particulier que le cœur batte, à ce moment-là, on peut prendre le cœur, on peut l'utiliser pour faire une transplantation. Il fallait donc passer cela. En France, n'oubliez pas que l'ordonnance Jeanneret ne date que de 68. Donc vous voyez bien que nous sommes... Cette ordonnance Jeanneret, il faut dire en 2 mots, c'est elle l'ordonnance Jeanneret, c'est celle qui permet de faire les transplantations cardiaques, parce qu'elle décide que la mort est une mort cérébrale. En fait, ça a été la grande révolution intellectuelle avant la révolution pratique. C'est toujours comme ça que ça se passe d'une manière générale en histoire. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Il y a 45 ans, la première greffe du cœur, c'était le 3 décembre 1967, un exploit signé de Christiane Barnard, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui sur Europe 1. Et oui, et comme nous le disions, donc, c'est une révolution, cette greffe du cœur, une révolution philosophique avant d'être une révolution technologique, Jean-François Lemoine. Oui, parce que les équipes étaient parfaitement prêtes, en particulier les équipes américaines. C'est pour ça que Shumway, qui était celui qui avait mis, un de ceux qui a mis la technique au point, attendez, c'était un problème éthique. Il fallait pouvoir aller chercher un cœur. Il fallait un homme qui ait le courage de faire ça, qui soit, on disait tout à l'heure, une tête brûlée. Il fallait aussi qu'il ait une haute valeur morale quand même, ce professeur Christian Barnard. Il faut dire qu'il avait été bien élevé, si je puis dire, avec une mère ultra ambitieuse qui disait, chez les Barnard, on est toujours premier ou sinon on ne s'occupe pas des affaires. Hein. C'est donc, voilà. Et un père qui lui était un homme dévoué, pasteur, au service, en partie des Noirs d'ailleurs, hein, il faut le dire. Tout à fait. Mais d'ailleurs, Barnard était contre l'apartheid, il le disait de façon très claire. C'était un homme surtout de caractère, il faut le dire. C'était un homme de caractère, et il était persuadé qu'il était bien à sa place comme le leader, en quelque sorte, de la chirurgie cardiaque dans cette partie du monde, qui était l'Afrique du Sud, et qu'il avait un rôle à jouer, et il a voulu le jouer, il a été très clair, il était très déterminé, très dynamique aussi. Tellement déterminé qu'il est d'une impatience folle. Hein. Il ronge tellement son frein pendant tout le mois d'octobre, une partie de novembre 1967, que ça lui provoque une crise d'arthrite. Donc il a quand même un côté, il attend, et puis un jour, le fameux professeur Schrier, donc auquel il s'était adressé pour trouver le bon patient, lui dit, écoutez Chris, je crois que cette fois c'est bon, j'ai un malade. Oui. Et quel malade? C'est Louis Wachanski, qui est un malade, qui est en décompensation cardiaque. C'est une très bonne indication de greffe, et il décide de faire la greffe. Alors il ne faut plus y avoir qu'une chose, quand on a déterminé celui qui allait recevoir le cœur, il faut trouver un donneur. Et voilà. C'est une autre histoire. Et alors là, en l'occurrence, il va falloir du temps pour la trouver. Puisque c'est une femme finalement qui va être la donneuse en quelque sorte, et il faudra qu'elle soit dans l'état dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire que son cerveau soit mort, mais que ses organes continuent de fonctionner. C'était le soir donc du samedi 2 décembre. On est dans une des principales artères du Cap, à Main Road, et il se trouve qu'en sortant de chez un pâtissier, absolument, deux femmes, la mère et la fille, sont heurtées de plein fouet par une voiture. Alors la mère, Mrs. Dowell, est tuée sur le coup, mais sa fille, Denise, elle est transportée à l'hôpital. Elle est entre la vie et la mort. Absolument, elle est entre la vie et la mort, mais les examens se l'ont fait rapidement, et on s'aperçoit que son cerveau est atteint de façon définitive. On fait les examens que l'on a déjà déterminés comme étant les examens clés, et on voit rapidement que son cerveau ne récupérera pas, et que son cœur, donc, et même ses autres organes, sont théoriquement accessibles. Alors vous, professeur, vous êtes habitué à ça. Dans ces cas-là, il faut aller très vite. C'est-à-dire qu'on n'a pas de... Il faut aller très vite parce que, grosso modo, nous avons 4 heures devant nous. Mais voilà, c'est ça. 4 heures devant nous, entre le moment où on va arrêter la circulation chez le donneur et on va la rétablir chez le receveur. Alors, actuellement, nous allons chercher des cœurs avec des avions, des hélicoptères un peu partout en France. À cette époque, il n'en était pas question. On mettait le donneur dans la salle d'opération à côté de la salle d'opération du receveur. Donc, il fallait 2 équipes en même temps, pour l'une réalisant très rapidement le prélèvement d'organes et l'autre préparant déjà le patient pour le recevoir, et donc de perdre le moins de temps possible entre les deux. C'était des conditions qu'aujourd'hui on considérait comme extraordinairement favorables. Mais c'était normal, et on commençait, c'était la première, donc tout le monde... Puis l'équipe avait été parfaitement mise au point, il avait eu le temps de s'entraîner, Chris Barnard, pendant tout ce temps-là. Il avait eu le temps de se mettre au point, il avait vu son équipe, et son équipe quand même, en dehors de lui-même, qui est indiscutable, son équipe, ce sont quand même des jeunes chirurgiens qui n'ont pas une très grosse expérience. Si un homme a une grosse expérience, mais
Ah, vous allez, ça y est, vous allez Non, je dis livrer mais. la... Non, pas du tout. Mais cet homme, est-ce qu'il peut vraiment participer à l'opération? Enfin, on peut se poser la question parce que, disons-le quand même, cet homme, c'est le jardinier de l'hôpital. C'est le jardinier de l'hôpital. Ah oui, tout de même. Ah voilà, je vois la tête de Julia. Ah je oui, suis content parce que c'était le but. La surprise. Oui, c'est quand même assez extraordinaire. Le seul qui est, parce qu'il a participé à toutes les expériences sur les animaux, sur les chiens, Voilà. il faut dire. La question est que cet homme, Hamilton Naki, il s'appelle, c'est le type, le noir, parce qu'il est noir, bien entendu. Et on est à l'époque de jardinier. l'apartheid, donc Nous il n'est pas sommes- question qu'il soit médecin. Bien sûr, il peut pas être médecin, mais c'est le type qui entretient le green des cours de tennis, des médecins, et il est formidable. Et puis un jour, on a besoin de mains supplémentaires au laboratoire parce qu'on va faire une opération chez une girafe. Il faut des gens qui soient là pour tenir la girafe. Et on dit à Hamilton, viens là un petit peu, viens tenir la girafe. Il vient tenir la girafe et il aide les médecins à aller faire l'opération sur la girafe. Parce que quand on est à Cape Town, on ne fait pas des opérations sur des rats blancs comme à Paris, on fait des opérations sur des girafes, c'est quand même un peu plus de gueule. Donc, notre ami se trouve là, emmené vers le laboratoire, et il voit ça, il voit ce monde, et il dit, mais c'est passionnant ce que vous faites, ça m'intéresserait d'y participer. Eh bien, on va voir s'il y participe ou pas et dans quelles conditions. En attendant, je vais essayer de vous raconter la fin de cette opération. À vrai dire, ça devrait être le professeur Fabiani qui devrait prendre ce micro pour raconter l'opération, car il sait forcément beaucoup mieux que moi comment ça se passe. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Un récit de Franck qui revient maintenant sur Europe 1, sur la première greffe du cœur. Je le rappelle, c'était le 3 décembre 1967. Chris Barnard dira qu'avant de commencer ce qui allait devenir une des plus importantes interventions chirurgicales de tous les temps, il avait repensé à sa première opération alors qu'il était interne. C'était une ablation de la vésicule biliaire. Son rôle était alors de préparer le patient, notamment d'inciser la région à opérer, mais le chirurgien en titre avait fait exprès de se présenter avec du retard et le soutenant simplement du regard l'avait poussé à mener tout seul l'opération jusqu'au bout. À la fin, il avait dit, au point où vous en êtes, finissez donc. Et ça aura été, dit-il, l'une des grandes émotions de sa jeunesse. Cette fois, le chirurgien en titre, c'est lui, et pas question de se présenter en retard. Peut-être à ce moment crucial, le professeur Barnard repense-t-il aussi à ce qui restera alors le pire souvenir de sa carrière. C'était pendant son long stage aux États-Unis à Minneapolis, dans le service du docteur Lil Hay. Au cours de sa première opération à cœur ouvert sur un adolescent, il avait manqué son affaire. Il avait incisé le cœur et provoqué une hémorragie terrible, comme une fontaine de sang. Cette scène à peine soutenable, il devait la raconter plus tard dans ses mémoires. Je le cite. « Le cœur cessa de battre. Je plongeai les mains sans rien voir et me mis à le masser dans l'espoir de le faire repartir, mais il ne réagissait pas, et à chaque nouvelle pression de ma main, je faisais sourdre plus de sang dans ce lac mortel. Je ne pus m'empêcher de lever les yeux un instant et de voir là-haut, dans l'amphithéâtre vitré, le visage du père, les yeux agrandis de terreur. Son regard croisa le mien, et il hocha la tête comme pour me dire « Je vous en prie, dites que ce n'est pas vrai, dites que ce n'est pas mon garçon, dites-moi que ce n'est pas son cœur que vous tenez entre vos mains. » Cette fois-là, le patient était mort, bien entendu, et il avait fallu toute la sollicitude, tout l'acharnement des confrères américains de Barnard pour le forcer à remettre les pieds dans une salle d'opération. Mais cette fois, en ces toutes premières heures du dimanche 3 décembre 1967, date historique, notre homme est en train de réussir. À 4 heures du matin, le cœur de Denise s'est remis à battre, mais cette fois, vous l'avez compris, dans la poitrine de Louis Waszkowski. Barnard, devrais-je dire, laisse un de ses assistants refermer la plaie. On va voir comment exactement tout ça s'est passé. Il quitte le bloc opératoire en retirant ses gants. Son frère Marius, qui lui aussi est chirurgien, qui a participé à cette première mondiale, lui prend le pouls. Eh bien, tenez-vous bien, le pouls de Chris Barnard à ce moment-là battait à 140. Il boit une tasse de thé, puis il revient auprès de son patient pour le voir reprendre des fonctions à peu près normales. Chris Barnard n'y tient plus, il est très excité. On est en pleine nuit, évidemment, mais il décroche quand même son téléphone et appelle le directeur de l'hôpital. « Dr Burger ?» « Oui, qu'est-ce que c'est ?» Le bonhomme sort de son sommeil. « C'est le professeur Barnard. Qu'est-ce que vous voulez ?» Eh bien, je voulais vous annoncer que nous venons de pratiquer une transplantation cardiaque et nous avons pensé que vous aimeriez le savoir. Oui, très bien, et c'est pour ça que vous m'appelez.
qu'est-ce que vous voulez? Nul n'est prophète en son pays. En revanche, en rentrant chez lui, Chris Barnard va être littéralement assailli au téléphone par des confrères et par des journalistes du monde entier. En quelques heures, il est devenu l'homme le plus médiatisé de la planète, le plus célèbre aussi. Il a été, dit-il, plus célèbre en cet instant que le président des États-Unis ou le général de Gaulle. Il faudra attendre le premier pas d'Armstrong sur la Lune. Ce sera pas très longtemps après, c'est 18 mois plus tard, pour que l'exploit de Barnard soit détrôné à la une de tous les médias du monde entier. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Alors, oui, voilà, je voulais m'assurer que nous étions bien à l'antenne. Jean-Noël Fabiani, j'ai raconté ça, moi, évidemment, de très loin, avec mes gros sabots. Mais en tout cas, c'est une opération qui s'est passée sans encombre, disons-le. Qui s'est très bien passée. Elle avait été très bien préparée par l'équipe de Barnard. Il y avait donc 2 salles d'opération. Une salle d'opération où on avait préparé le receveur, c'est-à-dire Louis Washkansky, et une autre salle d'opération, celle d'à côté, où il y avait la donneuse, en l'occurrence, Denise Darval. Et la question était bien entendu, qui va faire les différents rôles? Barnard, au départ, voulait faire les deux, c'est-à-dire d'abord aller prélever le cœur de la donneuse, et puis passer dans la salle d'à côté mais c'était une perte de temps. Donc il fallait 2 équipes. Et rapidement, il s'est posé la question avec ses assistants. Ses assistants étaient des gens, Marius, son frère. Il avait d'autres assistants qui étaient déjà des chirurgiens formés. Mais ils étaient, comme je le disais, relativement peu expérimentés de cette technique. L'homme qui avait le plus d'expérience ce jour-là, à côté de Barnard, bien entendu, sur la transplantation et sur la technique de la transplantation, parce qu'il avait opéré des dizaines et des dizaines de chiens, eh bien, c'était Hamilton Nacki, qui peu à peu avait pris donc ce jardinier noir, pour ceux qui prendraient l'émission en cours. Le jardinier noir qui avait été pris au laboratoire, et on s'est aperçu qu'il avait des mains absolument de prestidigitateur. Voilà. Il était capable de faire des opérations avec une vitesse folle. Alors au début, il aidait, soi-disant, les internes qui devaient faire les opérations, mais comme il était tellement rapide, l'interne n'était pas arrivé qu'il avait fini l'opération avant que l'interne ne s'habille. Et immédiatement, Barnard, qui quand même est un homme qui voit les choses, dit « Ce type-là, il est formidable, je vais lui donner des responsabilités » et il lui donne la responsabilité d'un des programmes de transplantation hépatique puis cardiaque chez l'animal. Et grâce à Hamilton, l'expérience devient importante. Si bien que l'homme qui a vu tous les problèmes, qui a vu toutes les difficultés techniques... Qui a présenté tout ce qu'il fallait comme il le fallait, etc. Absolument, eh bien c'est Hamilton. Pas qu'il y ait de tension. Absolument, il sait. Parce que ce qui est très important en transplantation cardiaque, ce sont les recoupes. Il faut laisser assez de cœur de la partie receveur, mais pas trop quand même, il ne faut pas non plus que ça se plie. Donc il faut couper à un endroit très précis. L'autre danger, c'est de mettre le cœur en décalage, c'est-à-dire le faire tourner un tout petit peu. Donc il y a des repères à avoir. Et les repères qu'on a appris avec le temps, Hamilton Nacki les avait trouvés tout seul. Il savait donc parfaitement tout faire. Et donc il avait besoin, Barnard, d'Hamilton avec lui en salle d'opération. Une photo de l'équipe, écrivez-vous, fut prise le lendemain et parue dans la presse. Nacki était au 2e rang sur cette photo, un grand sourire illuminant son visage. Heureusement, la direction de l'hôpital fit passer immédiatement un rectificatif en précisant que l'homme noir sur la photo faisait partie du personnel pour l'entretien des salles d'opération et qu'il n'avait posé là que par hasard. Franck Ferrand sur Europe 1. Un extrait du générique sur Europe 1 de la série télé américaine de Michael Crichton, Urgence, Franck. Ah oui, on a l'impression d'y être, littéralement. Alors, ce qu'il faut dire, Jean-François Lemoine, c'est que dans la foulée, évidemment, tout le monde s'y est mis. Tous ceux qui n'osaient pas trop franchir le pas, évidemment. Oui, à ce moment-là, on était obligé de donner des autorisations parce que c'était pas possible de laisser simplement l'Afrique du Sud, puis ça aurait quand même été assez malsain que ça se passe comme ça. Donc ça y est, les Américains ont pu suivre derrière. Ils attendaient depuis tellement longtemps, les pauvres. Alors en France, c'est le professeur Cabrol qui a réalisé la première transplantation cardiaque française. On est au mois de mai 68, enfin on est juste avant, en avril 68 d'ailleurs, mais il se trouve que le 1er mai, le patient qui avait été transplanté meurt. Et nous allons entendre au micro d'Europe numéro 1 à l'époque, le professeur Cabrol qui déplore cette disparition. Nous sommes surtout très peinés parce que il faut bien savoir que notre seul but dans toute cette affaire, ça a été d'essayer de sauver quelqu'un que les moyens classiques ne pouvaient plus tirer d'affaire.
Et tout a été tendu vers ce but et nous avons échoué. Vous comprenez que nous sommes absolument effondrés parce que finalement, nous n'avons pas du tout pu sauver M. Roblin. Néanmoins, un échec chirurgical n'est jamais sans profit et nous pensons que ceci pourra nous servir et surtout servir à tous les autres, car cette intervention indiscutablement permettra de sauver des vies humaines qui, par tous autres moyens, ne pourront pas du tout être conservées. Professeur Fabiani, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard, que tout ça est devenu, certes une opération de cet ordre n'est jamais une formalité, mais en tout cas que c'est devenu relativement normal? Oui, c'est devenu maintenant une opération relativement simple qui est faite tous les jours dans les services de chirurgie cardiaque du monde entier. Et ça n'est plus obligatoirement le chef de service, heureusement pour moi, qui fait toutes ces opérations. Très souvent, ce sont ses assistants qui les réalisent. Et il faut être surtout des équipes. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'une transplantation maintenant, c'est certes un chirurgien, mais c'est aussi, pour ainsi dire, un hôpital qui est derrière la transplantation, avec toutes les compétences en immunologie, en réanimation, en médecine interne, qui vont accompagner tout cela. Et en anesthésie, c'est cet ensemble-là qui fait la différence, bien sûr. Bien entendu, ouais. Et c'est cela qui fait que des centres de l'assistance publique hôpitaux de Paris, par exemple, pour parler d'eux, sont très performants dans ce genre de choses. Jean-François. Parce qu'il faut savoir qu'ils mouraient tous. Eh oui, ils ne survivaient pas longtemps, disons, pour eux. Alors, oui, le deuxième patient que moi j'ai connu, j'étais tout petit à l'époque, qui est celui qui a opéré le professeur Dubost, qui était le père Boulogne, a vécu 18 mois, et il a fait un rejet, malheureusement, alors qu'il allait très bien, il a fait un rejet chronique déjà, et il est mort au bout de 18 mois. Mais c'était miraculeux à l'époque. C'était formidable. Alors, on a beaucoup insisté sur la dimension psychologique et philosophique de la chose, assez peu sur la dimension technique, mais il y a un mot qu'il faut citer, un nom qui vous est cher, Jean-François, c'est la cyclosporine, évidemment. Bien sûr, parce que c'est vrai qu'il n'y aurait pas de réussite des greffes sans l'invention des traitements qui permettent de changer l'immunité du malade. Et donc, ça a permis... Et c'est toute une aventure aussi, la découverte de la cyclosporine, c'est une aventure avec presque un roman policier, donc je crois que c'est une histoire... Alors, on s'est dit qu'on allait faire une émission sur la cyclosporine. Vous avouerez que dit comme ça, Julia, c'est pas très facile à vendre. Pas très sexy, non. Mais je suis persuadée. C'est une belle et grande aventure et donc on aura l'occasion d'en parler. Et qui marche pour toutes les greffes. Oui. Alors, qu'est devenu le professeur Barnard par la suite? J'allais dire, il est devenu une star des médias, mais enfin, il y a un petit peu ce côté-là quand même. Hein, incontestablement. Il a subi ce qu'on appelle l'orage médiatique. Oui. Chez un homme qui n'était pas absolument préparé à cela, même s'il s'en doutait tout de même un peu. Donc, il a été soumis à une... On l'appelle le chirurgien aux mains d'or dans toute la presse du monde entier. Oui, au chirurgien aux mains d'or. En plus, il a un physique. Oui, il a un physique magnifique. C'est un jeune premier. Alors, bien sûr, toutes les femmes sont amoureuses de lui. Tous les journaux du monde le mettent en couverture. Et il est invité partout. Et il se laisse un peu séduire, faut le reconnaître. Et il était amoureux de toutes les femmes aussi, donc ça tombait bien. Ça n'arrange rien. Mais quand même, et là, je tiens à revenir sur des réalités. D'abord, tout ce que l'on a raconté, c'est quand même Chris Barnard qui a tout fait. C'est lui qui a été le chef d'équipe et après tout, on organise pour un chef d'équipe son équipe pour obtenir le succès et il l'a obtenu. Et ensuite, il a continué à faire les transplantations. Il a inventé une nouvelle opération qui était la transplantation non pas orthotopique. Alors c'est un mot un peu compliqué, non pas en place, mais il a mis une transplantation sur le cœur en le laissant en place, c'est-à-dire une transplantation à côté. Et il a fait beaucoup d'opérations de ce type avec de bons résultats et quand même, il a été incontestablement un élément fondamental dans l'évolution de la transplantation cardiaque dans le monde. Oui, c'est une vision un peu très gentille de Barnard. Il faut savoir qu'aux États-Unis, sa popularité n'était pas équivalente. Moins grande, oui. Alors, il est mort en septembre 2001 lors d'un séjour à Paphos, une station balnéaire au sud-ouest de Chypre. Alors, il n'est pas mort d'une crise cardiaque, comme on l'a annoncé un peu trop. Ça tombait bien, évidemment. En fait, il est mort d'une crise aiguë d'asthme. Il était âgé de 78 ans. Il venait de divorcer de sa troisième épouse, Karine, qui avait près d'un demi-siècle de moins que lui. On peut dire qu'il était jeuniste, Barnard. Il avait la hantise du vieillissement et sans doute celle de la mort. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui l'avait amené dans cette carrière-là aussi. Barnard n'était pas un sage. C'est ce qui lui a permis de repousser certaines limites. Seul comptait pour lui le fait de vivre dont il disait, je le cite,
c'est en soi une joie au sens profond du terme. Vivre, c'est célébrer la merveille d'exister. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous nous intéressons à la première grève du cœur, Franck. En compagnie de Jean-Noël Fabiani et de Jean-François Lemoine. Alors, nous l'avons dit, il a fallu pour que tout ça soit possible l'invention de la cyclosporine. Ça a été absolument déterminant. Il y a une autre condition, évidemment, pour rendre une transplantation possible, c'est qu'il y ait des organes, Jean-François. Il faut des donneurs. Et que la greffe d'organes, elle ne fonctionne que grâce à des donneurs. Et on est toujours dans un monde dramatique, on n'a pas assez de donneurs. Et alors, il semblerait, j'en parlais récemment avec Stéphanie Fugain, elle m'expliquait que la France est particulièrement en retard dans ce domaine. Il y a énormément de pays où où tout ça fonctionne mieux. Il y en a où on donne pas. Il y en a où c'est encore pire, oui, ça évidemment. Alors justement, C'est même illégal. Stéphanie Fugain, qui préside l'association Laurette Fugain, évidemment, de lutte contre la leucémie et la déficience en don de vie, qui donc nous appelle tous à favoriser les dons d'organes. Stéphanie Fugain est avec nous au téléphone. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un vrai combat et vous me disiez l'autre jour qu'en France, c'est un combat où tout est encore à faire. Oui, alors nous parlons évidemment en avant, nous parlons des dons d'organes bien sûr, mais ma toute première mission a été de faire découvrir les dons de plaquettes. Oui, bien sûr. Puisque c'était ces plaquettes, ces cellules sanguines qui manquaient à ma fille lors de son hospitalisation, les plaquettes permettent à la coagulation du sang et je les découvrais à ses côtés. Donc depuis 10 ans, maintenant, nous n'avons de cesse que de parler non seulement des plaquettes, mais également de la moelle osseuse. Et la moelle osseuse, les gens confondent bien sûr parce qu'ils ne la connaissent pas avec la moelle épinière et nous avons un travail quotidien pour essayer d'éduquer les gens, de les mobiliser, de leur donner envie d'y aller, de comprendre surtout la nécessité. Vous parliez évidemment de ces transplantations du cœur et des autres organes et j'ai beaucoup d'admiration, mais là lorsqu'un malade n'a pas été soigné par la chimiothérapie, on va tenter de changer sa moelle osseuse, de lui apporter de nouvelles cellules hématopoïétiques et il va falloir trouver des donneurs. Donc on a bien sûr recours immédiatement chez les frères et sœurs, mais une chance sur 4 seulement d'être compatibles. Et voilà, bien sûr. Et là, dans ce cas, il va falloir ensuite chercher sur un fichier international sur lequel des personnes auraient eu la bonne idée d'aller s'inscrire. Et là, c'est le parcours du combattant, puisque nous avons très peu de chances d'avoir le même type HLA qu'un donneur. En tout cas, alors quand on dit HLA, on va dire plus simplement la carte d'identité tissulaire qui nous est propre. Et là, c'est le parcours du combattant. Lorsque je rencontre des personnes, puisque nous faisons des interventions partout, les gens ne savent pas ce qu'est la moelle osseuse. Donc, eh bien, voilà, notre mission, c'est d'aller leur expliquer. Et lors de la grande cause nationale que nous avons reçue en 2009, nous avons décidé de parler de tous ces dons qui jalonnent notre vie, en parlant du sang de cordon ombilical, qui est l'autre possibilité de greffer un malade, en passant par le sang, bien connu, le plasma, les plaquettes, les inscriptions sur les fichiers de donneurs de moelle osseuse. Et nous parlons également des dons d'organes, parce que je crois que c'est une façon de s'éduquer. C'est la même philosophie, évidemment. Absolument. Et je sais que nous sommes très en retard dans ces domaines. Alors, depuis 10 ans, tout de même, vous avez observé des améliorations, j'espère. Énorme. Ah, oui, c'est ça, quand même. Énorme. Mais nous sommes une quand prise même de conscience, objectivement. Oui, mais enfin, nous sommes probablement comme dans les dons d'organes. Il y a des freins énormes. Alors là, les freins ne sont pas seulement du côté de la population et des donneurs potentiels. Il y a aussi des freins dans tout le système médical, il faut bien le dire. Oui, enfin, les freins dans le système médical, c'est évidemment maintenant, il y a tellement d'interdictions, d'impossibilités de devenir donneur que les donneurs qui ont envie de l'être... On décourage parfois un peu les bonnes volontés. Oui, disons. Malheureusement, un peu trop, je trouve, à force de vouloir mettre la ceinture, le parachute et toutes ces sécurités, on repousse tous ces jeunes gens. Moi, je viens d'avoir le cas, alors très brièvement, avec mon fils, 19 ans, qui va faire son premier don, il franchit la porte, il est heureux de le faire, et après l'interrogatoire, parce qu'il y a un interrogatoire médical important, on lui dit vous avez eu plusieurs relations, même protégées, non, on peut pas vous prendre. À 19 ans, si on peut pas vivre normalement une vie d'adolescent de 19 ans, voilà, il est reparti découragé, il voit sa maman depuis 10 ans qui se bat, il a vu perdre sa sœur, et il se dit je ne comprends pas, maman, c'est normal qu'on repousse les jeunes, qu'on leur donne pas envie. Voilà.
Alors il faut donc faire de la pédagogie dans tous les domaines. Il faut surtout que les gens sachent que ces dons sont possibles. Alors pour la moelle osseuse évidemment, pour le sang, ça je pense que tout le monde est conscient, et pour les organes, hein, il faut pas l'oublier, professeur Fabiani, c'est fondamental. C'est très important. Nous stagnons actuellement sur 350 transplantations par an en France de cœur, en sachant que parce qu'on a 350 donneurs. Mais alors ce qui est très important, c'est que au moment où un accident arrive, il est toujours dramatique, il faut que les choses soient claires, il faut que les gens aient dit de leur vivant « je suis donneur de mes organes au cas où il m'arrive un pépin ». Parce que sinon, si on ne le sait pas, on est obligé de se retourner vers les familles pour leur demander « est-ce qu'il était d'accord du temps de sa vie ?» Mais les gens, qu'est-ce que vous voulez? C'est le moment le plus dramatique, on vient de perdre son frère, son père, sa mère. Comment voulez-vous à ce moment-là à chaud comme ça demander Or, c'est à chaud, puisque je vous ai dit 4 heures devant soi. Donc, il faut que clairement les choses s'expriment. Et les pouvoirs publics en France n'ont pas été clair. Je leur ai dit plusieurs fois qu'il fallait que sur la carte d'identité, sur le permis de conduire, il fallait une case en quelque sorte où on pouvait dire « je suis donneur de mes organes au cas où il m'arrive un pépin ». C'est terrible à dire, mais il faut mieux le faire avant qu'après. Oui, il faut motiver le public. Ce que vous faites, Stéphanie Fugain, à travers notamment l'association Laurette Fugain. Je donne l'adresse internet de votre site, c'est www.laurettefugain, Laurette LAU, en un seul mot, laurettefugain.org. Et puis je rappelle la parution très récente chez Flammarion de votre ouvrage « Tu n'avais peur de rien ». Merci à vous, merci Stéphanie. Merci, bon courage à vous tous. Jean-François. Jean-Noël Fabiani n'est pas simplement un conteur d'histoire formidable, il va rentrer dans l'histoire. Alors expliquez-nous, parce qu'on en parlait juste là il y a 5 minutes. Parce qu'on manque de greffons, mais qu'est-ce qu'il va le faire dans pas longtemps, dans très peu de temps? Et j'espère qu'il viendra nous l'annoncer en priorité. Il va implanter un cœur artificiel total. C'est-à-dire que là, on n'a plus besoin du greffon. C'est-à-dire que c'est un cœur qui a été fabriqué. C'est-à-dire qu'on fabrique un cœur totalement artificiel qu'on va pouvoir implanter dans la poitrine du patient ad vitam aeternam? C'est le but, bien entendu, c'est d'avoir de façon artificielle un cœur définitif. Alors le professeur Carpentier et son équipe, dont évidemment je fais partie depuis très longtemps, travaillent sur ce sujet depuis 20 ans, au départ avec Lagardère, qui nous a aidés à faire... Puisqu'on est sur Europe 1, disons-le. Disons-le, c'est le moment ou jamais. Et eh bien, bon, les choses ont beaucoup évolué, nous sommes au dernier moment et on piaffe un peu d'impatience. Quand vous dites au dernier moment, vous êtes dans la même situation que Chris Barnard en octobre 67, exactement. C'est ça ? Vous attendez la bonne personne et on attend le bon cas, les dernières autorisations et le bon cas. Et bientôt, donc, on va apprendre ce qui sera une première mondiale considérable. J'espère surtout que ce sera un succès, parce que vous savez, on a toujours l'inquiétude. Ça va être considérable. Ça veut dire que d'ici 45 ans, il faut qu'on programme une émission pour raconter l'exploit du professeur Fabiani. Votre collaboratrice. Si Lorena peut noter ça sur l'agenda, ça pourrait nous aider. Eh bien, écoutez, évidemment, nos vœux vous accompagnent et j'espère que Europe 1 aura la primeur des informations que nous apprendrons sur le sujet, n'est-ce pas, Jean-François ? On y compte bien, il me l'a promis, du moins. Ces histoires insolites qui ont fait la médecine, c'est le 2e tome consacré donc aux transplantations chez Plomb par le professeur Jean-Noël Fabiani, qui nous révèle entre autres dans cette affaire de la greffe de 1967 la présence de ce monsieur Nico, de ce jardinier noir. Alors vous dites que on ne sait pas encore exactement si c'est vrai cette histoire. Ouais, ça a été bien sûr, tout le monde a fait l'omerta. On a dit c'est pas possible. Seulement quand même c'est assez rare, vous me l'accorderez, que juste avant les années précédant sa mort, eh bien, il a été fait docteur honoris causa de l'université Grotte-Chure et qu'il ait également obtenu l'équivalent de la Légion d'honneur. Vous avouerez que c'est pas fréquent pour un jardinier tout de même. Décoré et titré avant sa mort, ce monsieur, je pense qu'il le méritait, Hamilton Naki, et nous avons une pensée pour lui. Merci beaucoup à vous deux. Bonjour Elena Mornin. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors oui, je suis d'accord pour donner mes organes s'il m'arrivait malheur, malheureusement. Voilà, je suis d'accord, comme ça c'est fait, c'est dit. Et sinon, nous, on va parler de quelque chose de beaucoup plus terre à terre. On va essayer de donner une seconde vie à nos salades, à nos pommes de terre. On fait les remèdes de grand-mère côté cuisine et on attend bien entendu vos questions, vos témoignages au 39 21 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. C'est une émission économique et écologique. Vous avez la hotte de Noël aussi, vous, dans votre émission ? Ah, mais avec plaisir. Des cadeaux par centaines à gagner. Exactement. Merci beaucoup, Elena. Mais justement, je salue Philippe Allure, c'est en Haute-Savoie qui remporte effectivement notre superbe séjour en famille, entre amis. Il nous racontera une petite carte postale, Philippe. Bravo Philippe, et à demain Julien. À demain Franck sur Europe 1. 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 À demain Franck sur Europe 1.
À demain, Franck, sur Europe 1. À demain.